Bienvenue dans la troisième capsule Réalité et aujourd'hui nous aborderons un sujet très délicat et très sérieux, celui de la guerre. Je vous rassure, nous n'allons pas plonger dans des débats de guerre, dans des débats de, par exemple, avec la guerre en Ukraine et la Russie, nous ne toucherons pas à ça. Nous allons juste regarder la guerre en général, puis évaluer si la guerre est actuellement une solution logique ou illogique. Et ça laisse place à beaucoup de ça va faire réfléchir, mais je ne viens pas avec toutes les solutions possibles non plus. Par contre, je crois que c'est quand même une question qui nous touche tous, vu que personne n'est à l'abri de ça et que nous devrions nous poser la question, est-ce que c'est logique ou non? Et vous verrez qu'à la fin, je vous laisse le choix de totalement réfléchir encore plus loin que ça ou non, à savoir si c'est logique ou non. Car, comme je dis, j'ai pas toutes les réponses et toutes les analyses possibles pour commencer à évaluer ça plus précisément. Par contre, je crois avoir une certaine base qui va nous mener à au moins réfléchir sur le cas de la guerre. Donc, avant de nous lancer dans ces réflexions-là sur la guerre, je crois qu'il est important et totalement essentiel de regarder une liste de toutes les guerres ayant pris place depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Cette liste-là est accessible sur Wikipédia. En fait, c'est des captures d'écran de Wikipédia. Et j'ai pris des captures d'écran de toute la liste au complet qui va défiler sous vos yeux très bientôt. Et je voudrais que vous pensiez à ça, que vous réfléchissiez au nombre de guerres que vous allez voir et surtout prendre connaissance de la longueur de la liste aussi. Donc, maintenant que nous avons une petite idée de combien de guerres ont pu se dérouler en près de 3000 ans, la liste est longue, vous avez pu remarquer, et moi j'ai pris le temps personnellement de les compter une par une. Et s'il y a une erreur de calcul, je suis désolé, mais c'est pas plus que 2 ou 3, je vous assure. Par contre, le calcul que j'ai fait m'a mené à un nombre de guerres qui se trouve dans cette liste. Et regardons ensemble le résultat. Donc, en près de 3000 ans, dans cette liste-là est répertorié 981 guerres, qui est absolument un nombre excessif de guerres, un nombre totalement exagéré de guerres. Et je crois que pas beaucoup de gens ont connaissance de ce nombre-là de guerres qui a pris place depuis 1000 ans avant Jésus-Christ. Et je crois que ce nombre de guerres-là représente énormément l'illogique derrière ça, vu que si la guerre arrangeait réellement quelque chose, il n'y en aurait plus aujourd'hui. Mais le fait qu'on soit arrivé encore aujourd'hui à 981 guerres prouve l'inefficacité totale de la solution. Une première raison à la guerre, d'après moi, c'est l'illusion de la stabilité. Parce que la guerre, normalement, amène une certaine forme de stabilité, ce qui nous force à croire qu'elle est en fait logique et rationnelle, vu qu'il y a un point positif qui en ressort. Par contre, cette conviction est totalement fausse. Pour ceux qui ont écouté ma deuxième capsule sur la logique versus ce qui est illogique, je vous rappelle que ce qui est illogique peut durer un certain moment, mais finit toujours par s'effondrer.
La réalité des choses, c'est que cette stabilité après-guerre n'est en fait qu'une illusion, et elle est entre autres éphémère. Vu que la guerre est illogique de prime abord, alors tout ce qui en découle ne tiendra pas et s'écroulera au fil du temps, et c'est la conséquence de toute action illogique. La preuve même que ce que j'explique fait du sens est le nombre de guerres qui apparaît dans cette liste. On voit que nous répétons la même erreur encore et encore en se basant sur la stabilité qu'elle donne, mais au bout de la ligne, cette stabilité s'écroulera, créant d'autres problèmes majeurs, et ces problèmes majeurs mèneront ensuite à une autre guerre, ce qui nous fait rentrer dans le cercle vicieux de la guerre. Une autre raison de la guerre, d'après moi, c'est l'illusion économique. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu en ce qui a trait à la guerre, vous aurez peut-être remarqué que les guerres surviennent souvent après des événements majeurs dans le monde, comme par exemple un crash économique ou une pandémie ou encore d'autres situations difficiles. La guerre est souvent perçue comme une solution logique pour redresser l'économie dans le monde, en fait. Et ceci est une chose méconnue pour beaucoup de gens, car on n'en parle pas souvent. Par exemple, si je prends la Première et Deuxième Guerre mondiale, qui a impliqué le monde en entier, après la Première Guerre mondiale, certains des pays qui ont été vaincus ont reçu une certaine forme de condamnation. Et voici une petite explication du traité de Versailles pris sur le site du château de Versailles. Donc, les conditions sont en effet draconiennes, reconnaissant sa responsabilité dans le conflit. L'Allemagne perd 68 000 km² de son territoire, dont l'Alsace et la Lorraine annexées en 1870, et 8 millions d'habitants. Une partie de la Prusse orientale est démantelée au profit de la Pologne qui gagne un accès à la mer par le fameux corridor de Danzig. L'Allemagne doit verser 20 milliards de marks or au titre des réparations réclamées par la France. Elle perd l'essentiel de son minerai et de sa production agricole. Ses colonies lui sont confisquées, sa puissance militaire est anéantie. Humiliée, l'Allemagne n'aspirera qu'à la revanche. Une nouvelle guerre que l'on pensait écartée se prépare. Donc, prenons le temps de voir l'impact économique de ce traité ici présent en ce qui a trait à l'Allemagne. Donc, récapitulons ça. L'Allemagne perd 68 000 km² de son territoire et 8 millions d'habitants. Le corridor de Danzig, accès à la mer, 20 milliards de marks, l'essentiel de son minerai et de sa production agricole, perd ses colonies et sa puissance militaire est anéantie. Ici, je ne m'attarderai pas à la puissance militaire, mais à tout le reste. En perdant tout ce territoire et 8 millions d'habitants, cela affecte énormément l'économie de l'Allemagne car elle perd toute ressource se trouvant sur ses terres et perd aussi les impôts de ces 8 millions d'habitants ce qui fait déjà très mal à l'économie de ce pays. En perdant le corridor de Danzig, qui a un accès direct à la mer, elle perd une bonne façon de faire du commerce avec d'autres pays, ce qui affecte aussi l'économie de ce pays gravement. Perd 20 milliards de marks créant, encore une fois, un trou dans l'économie de l'Allemagne. Perd ses colonies qui se doivent d'une certaine façon aussi de payer de l'impôt ou encore de faire des échanges importants avec leur pays d'origine. Encore une fois, une conséquence énorme sur l'économie du pays. Et j'ai même oublié de mettre ici dans les points qu'elle perd aussi l'essentiel de son minerai et de sa production agricole, créant encore un désastre économique pour le pays. Ce qui veut dire que le but premier des vainqueurs dans ce cas-ci, c'était totalement de ruiner l'Allemagne pour s'enrichir et repayer l'argent qu'ils ont mis dans la guerre eux-mêmes. Et donc, c'est aux vaincus de payer pour les vainqueurs. C'est comme ça que ça fonctionne, la guerre. Donc, comme je l'ai mentionné, c'est une stratégie utilisée durant la guerre. Donc, les vaincus se doivent de payer pour les vainqueurs. C'est les vainqueurs qui décident à ce point-là. En faisant payer les vaincus, on rétablit une grosse partie de l'économie des vainqueurs qui ont mis tant d'argent dans cette guerre. On arrange des crashs économiques tels que la Grande Dépression aussi. Les vaincus deviennent très pauvres et les vainqueurs très riches, créant une nouvelle forme de puissance mondiale sur la surface de la Terre. Par contre, cette solution économique, encore une fois, est éphémère, car autant que des désastres ou grands problèmes vont se produire sur la Terre,
et autant de problèmes financiers apparaîtront. Malheureusement, la guerre ne crée encore une fois qu'une illusion de stabilité qui ne tiendra pas et on ne peut pas compter sur une guerre à chaque fois pour restaurer l'économie. C'est de faire de notre création l'argent plus important que notre vie à nous qui a créé cette forme d'échange. Jamais une création ne devrait être plus importante que la vie de celui qui l'a créée. Illogique totalement. Donc, juste pour vous montrer qu'une bonne intention n'a pas toujours des bons impacts. Donc, il y a des gens dans le monde, oui, qui prennent plaisir à tuer et torturer des gens. Ça existe. La réalité des choses, c'est que des gens comme ça, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pas de preuves scientifiques à l'appui. Par contre, j'ai remarqué beaucoup de choses sur mes recherches de la Deuxième Guerre mondiale. Puis j'en suis venu à la conclusion que la majorité des gens ne veulent pas nécessairement faire mal, mais aider. La plupart des gens font des choses normalement avec une bonne intention pour commencer. Mais ce n'est pas parce que nous avons une bonne intention au départ que les répercussions de cette intention seront aussi positives que l'intention même. Par exemple, Hitler savait qu'il faisait du mal autour de lui, il n'était pas stupide. Il était même très intelligent. Par contre, il croyait que c'était une nécessité pour arriver à un monde meilleur. Un monde qu'il percevait comme meilleur avec la race aryenne. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a lui-même influencé beaucoup d'avancements technologiques. Les Allemands ont actuellement avancé d'une façon très rapide vers des inventions et des connaissances même en médecine et scientifique dans des temps records. Hitler avait un rôle majeur à jouer là-dedans. Il allait voir ses scientifiques et leur disait « Je vois ceci, créez-le-moi ». Et ces mêmes scientifiques travaillaient par la suite avec acharnement à rendre ceci accomplissable. Même si Hitler avait une meilleure vision de l'avenir, la façon qu'il a pris pour essayer de s'y rendre était totalement inacceptable et illogique. Aucun sacrifice humain ne devrait être fait pour arriver à quelque chose de mieux. Le négatif apporte normalement du négatif et du positif du positif. Si nous voulons améliorer les choses réellement, alors il faut s'y prendre d'une façon positive pour avoir des résultats positifs. Il est aussi très important de penser aux conséquences de nos bonnes intentions pour faire sûr que ces conséquences sont actuellement positives. Car si l'intention est bonne mais que les répercussions sont négatives, cela veut dire que nous devons trouver une façon d'amener l'intention d'une différente façon qui, elle, aura des conséquences positives. Une chose à penser à, c'est que chaque vie égale des connaissances. Pensons à cela logiquement. 981 guerres en quoi? 3000 ans? Pensez au nombre de personnes qui sont décédées prématurément dans ces guerres. Maintenant, voyons voir ceci d'une façon logique. Prenons une guerre qui aurait survenu peut-être 100 ans avant la grippe espagnole. Qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un dans cette guerre qui a perdu la vie et qui aurait pu, peut-être, être capable de trouver un remède à la grippe espagnole? Qui vous dit que nous n'avons pas empêché par sa mort quelqu'un de découvrir une médication efficace à certaines maladies dont nous n'avons aucun traitement encore aujourd'hui? Qui vous dit que dans ces gens morts à la guerre, quelqu'un ne détenait pas des réponses importantes sur certains problèmes qui nous affectent aujourd'hui? Tout le monde a son propre domaine d'expertise, tout le monde a son vécu et ses connaissances. Eh bien, chaque vie que nous prenons sont des connaissances que nous refusons. Imaginons s'il n'y aurait jamais eu de guerre. Votre première pensée serait probablement celle-ci. La Terre serait surpeuplée à un point exagéré. Peut-être avez-vous raison, mais peut-être qu'en réalité, vous avez aussi totalement tort de croire ceci. Personnellement, je crois que si nous avions eu accès au cerveau de tous ces gens qui ont perdu la vie dans des guerres, nous serions peut-être, au moment où on se parle, plus avancés technologiquement que nous le sommes aujourd'hui. Nous serions peut-être en train de coloniser d'autres planètes tout en prenant de l'expansion comme civilisation non seulement sur Terre, mais dans notre système solaire. Que savons-nous de toutes ces informations qui se trouvaient dans la tête de ces gens? Que savons-nous de la capacité des autres d'être capables de trouver des solutions à de multiples problèmes? C'est pourquoi toute vie est importante si nous voulons continuer cette histoire qui est la nôtre. Maintenant, voyons les choses un peu sous l'œil d'un parent. Voici ici l'image de la gardienne d'enfants. Il faut faire attention à qui nous donnons du pouvoir. Imaginez avoir des enfants pour ceux qui n'en ont pas et pensez à vos enfants, ceux qui en ont.
Vous voulez sortir avec vos amis, sortir un peu des responsabilités quotidiennes. Résultat, il vous faut une gardienne pour surveiller vos enfants. Allez-vous sortir dans la rue et demander à n'importe qui de surveiller vos enfants pendant que vous sortez avec vos amis? Probablement pas. Mais pourquoi donc? Parce que vous voudrez probablement quelqu'un que vous connaissez et en qui vous avez confiance pour augmenter les probabilités que tout se passe bien, n'est-ce pas? C'est un peu la même chose avec nos leaders, en fait. Nous ne pouvons pas juste donner un pouvoir démesuré à juste n'importe qui. Bien entendu, c'est difficile de connaître quelqu'un comme il se doit et des erreurs peuvent toujours se produire. Mais je crois qu'il serait nécessaire pour n'importe quel leader influent dans ce monde de devoir avoir un suivi psychologique et psychiatrique tout au long qu'il a de lourdes responsabilités sur les épaules. Car n'importe qui avec de telles responsabilités pourrait tomber dans un état mental altéré. Et personne, mais personne n'est à l'abri de cela. Il serait important, d'après moi, d'avoir un team de plusieurs psychologues et psychiatres pour analyser les actions et décisions de nos leaders pour suivre l'évolution de leur état mental tout au long de leur mandat. Ce n'est pas un petit travail qu'ils ont là, mais des responsabilités énormes. Et ils se doivent de garder leur sanité tout au long de leur mandat pour prendre des décisions logiques pour le bien-être de leur pays, province, État et du monde en général. Et de là, nous évitons des guerres. Donc, d'après moi, une façon logique d'empêcher toute guerre, c'est que la réalité des choses, les guerres sont choisies d'être menées. Et ceci est la triste réalité. Les guerres entraînent des pertes de vie. Une guerre ne devrait jamais commencer sans le consentement de tous et chacun d'entre nous sur cette terre. Un point, c'est tout. Une citation culte de Hitler était celle-ci. Pourquoi me battre quand une armée peut le faire à ma place? Maintenant, si nous enlevons l'armée, qu'est-ce qui reste? Seulement un homme. Et si un homme est plus facile à maîtriser qu'une armée, alors pourquoi pas utiliser l'armée contre le seul homme qui est une menace? Tant que tous et chacun de nous accepteront la guerre, il y aura des guerres. Mais quand l'humanité au complet dira non et refusera de se battre ou de faire la violence, alors c'est à partir de ce moment que la guerre arrêtera. Et là est la logique derrière cela. C'est la population qui fait de cette guerre quelque chose de possible. Mais sans la population, la guerre n'est pratiquement pas possible. Donc voici ce qui conclut ma 3e capsule sur la guerre. Et ben, il y a encore place à réfléchir, à trouver des solutions et tout ça. Mais disons qu'avec une base comme celle-là, ça commence à prendre forme que peut-être que la guerre est pas mal plus illogique qu'on le croit. Par contre, il y a sujet à penser plus profondément dans ce domaine-là. Il y a vraiment à chercher des solutions, d'après moi. Mais surtout, il faut penser à ça d'une façon éclairée et logique et essayer de trouver d'autres façons de régler nos problèmes qu'en fait de tuer des gens et des connaissances en même temps. Donc, nous nous reverrons dans une prochaine capsule.